Est-ce qu'il avait le choix, Michel Barnier? Il n'avait pas le choix de choisir d'autres ministres que ça, des têtes de gondole, comme on dit. En tout cas, ce n'était pas son intérêt. Effectivement, beaucoup de Français lisent et relisent la liste des ministres en disant « mais on ne les connaît pas, d'où viennent-ils » Mais mettez-vous à sa place. Est-ce que quand vous êtes le patron d'une équipe gouvernementale, c'est votre intérêt d'avoir des gens connus et surtout avec des ambitions qui sont connues, au hasard, Gabriel Attal, Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez? Non. Donc, je pense que c'était à la fois son intérêt, celui aussi du président de la République, que d'avoir un certain nombre de visages nouveaux dans ce gouvernement, parce que c'est une assurance de relative tranquillité pendant au moins quelques semaines. Et ce n'est pas une garantie, ou plutôt, ce n'est pas nécessairement le signe que ça va dans le mur. Ce n'est pas parce qu'ils sont inconnus qu'ils sont médiocres. On se souvient, en 2017, souvenez-vous, premier gouvernement composé par Emmanuel Macron, on était là aussi à regarder la liste, à éplucher, mais qui est cette personnalité issue de la société civile, qui est cette autre personnalité. Là, effectivement, on a un gouvernement peuplé d'inconnus, certes, et en cela, ça rapproche ce gouvernement. Même, hein, il faut, pas tous quand même. Font exception à un certain nombre de sortants Rachida qui ont été reconduits. Rachida Dati, bien sûr. Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, n'est pas forcément la personnalité politique la plus connue des Français, mais en tout cas, il se distingue par rapport à d'autres. Non, c'est un gouvernement qui est beaucoup plus politique qu'ont pu l'être d'autres gouvernements d'Emmanuel Macron et de ses premiers ministres. On a 9 sénateurs, et c'est peut-être pour ça qu'on ne connaît pas leur nom, parce qu'on ne connaît pas tous la composition du Sénat. Il n'est pas anodin, d'ailleurs, qu'il y ait beaucoup de sénateurs. Effectivement, puisqu'on constate que Michel Barnier, faute d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, a en tout cas désormais l'appui d'une majorité sénatoriale avec les partis de droite. La géographie est intéressante. Et ça signe effectivement un mouvement par rapport à le précédent gouvernement. Et pour continuer sur la comparaison avec d'autres gouvernements d'Emmanuel Macron, on observe là la disparition quasi totale des ministres dits de la société civile au profit donc de parlementaires et de personnalités politiques. Et enfin, dernière différence, le glissement du centre de gravité de ce gouvernement vers la droite par rapport à d'autres gouvernements d'Emmanuel Macron, ce qui fait dire à certains macronistes qu'il en est fini du traditionnel dépassement droite-gauche cher à Emmanuel Macron depuis 2017. Jean-Daniel Lévy, pourquoi la droite, finalement, il y a 2 ans, n'a pas franchi le pas et qu'il a fallu tout ce cirque, si je puis dire, pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Peut-être parce que cette fois-ci, elle a eu vraiment l'opportunité de le faire. C'est-à-dire qu'il y avait une offre politique qui était nouvelle, il y avait une situation au sein de l'Assemblée nationale qui est radicalement différente de celle qu'on a connue en 2022. On a à certains égards quand même un glissement politique de l'électorat qui va plus vers la droite que ce qu'il était en 2022. Et une situation en fait, où là, pour le coup, il pouvait être en gros ce qui est la force du faible au fort. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la petite ajout qui permettait d'éviter à Emmanuel Macron d'éviter d'être uniquement, encore une fois, avec des macronistes. Ils ont eu un Premier ministre qui est issu clairement de leur rang. Ils ont eu en fait un certain nombre de garanties sur les orientations politiques qu'ils avaient indiquées, ce qu'ils n'avaient pas obtenu en 2022. Et donc, il y a eu un espace qui s'est créé pour eux pour permettre de faire en sorte qu'avec, à peu de choses près, 220 députés théoriques qui seraient de nature à pouvoir soutenir l'action du gouvernement, une première coalition qui serait plus importante que celle du NFP d'un côté ou éventuellement du Rassemblement national de l'autre. Donc il y a cette situation qui fait qu'ils sont loin d'être majoritaires, mais qu'ils ont remporté des batailles d'opinion. On se rappelle que Laurent Wauquiez avait indiqué un certain nombre d'axes auxquels il était particulièrement attentif, des lignes rouges, et qu'à aucun moment, ni Emmanuel Macron, ni Michel Barnier n'ont laissé entendre que ces lignes rouges seraient indépassables, et donc ils ont, entre guillemets, acheté une partie des programmes qui étaient posés par les Républicains. Alors, Marie-Cécile Renaud, on sait d'expérience que souvent en politique, l'appétit vient en mangeant. Le Premier ministre, hier, nous a répété qu'il n'avait aucune ambition pour 2027, mais si d'aventure, ça pouvait marcher, cette expérience, c'est si certain que ça qu'il se retirait? Je ne sais pas, on ne peut pas trop présager, mais il a quand même 73 ans, donc on peut se dire que... 73 ans aujourd'hui. Non, mais en 2027, si on va jusque-là, ça fera donc 3 ans de plus. Non, il a des ministres jeunes dans son gouvernement. Vous parliez d'inconnus. Par exemple, à l'économie, il a deux jeunes, Antoine Armand
et Laurent Saint-Martin. Qui sont, Qui- au passage d'ailleurs, Deux macronistes. des macronistes. Oui, Ce deux sont macronistes. deux postes clés qui sont restés dans les mains de macronistes. Voilà, alors après avoir eu Bruno Le Maire, qui était un poids lourd Venu de la droite, d'ailleurs. au paquebot de Bercy pendant 7 ans, on a deux jeunes qui arrivent, qui à eux deux d'ailleurs n'ont même pas l'âge du Premier ministre, 33 et 39 ans. Et donc le fait de scinder ce paquebot de Bercy, de mettre deux inconnus, je pense que c'est aussi un moyen de garder la main sur ces enjeux très importants. D'ailleurs, Laurent Saint-Martin est raccroché directement au Premier ministre. C'est lourd de signification, ça. Je pense que oui, ça montre toute l'urgence des enjeux budgétaires et la sensibilité du sujet. C'est une des particularités d'ailleurs de ce gouvernement, Guillaume, c'est qu'il y a énormément de ministres qui sont rattachés directement à Matignon. Oui, absolument. Je crois que c'est le signe que Michel Barnier ne veut pas trop partager le pouvoir. Oui. C'est d'ailleurs assez cohérent avec le premier thème qu'on évoquait, qui était l'absence de grands chapeaux à plumes, à part Bruno Retailleau, au sein de ce gouvernement. Parce qu'effectivement, il y a un Michel Barnier qui veut... il va devoir trouver sa ligne. Et en fait, cette ligne, elle ne s'impose pas, puisqu'elle n'est pas basée sur une campagne électorale, un programme législatif, et donc il n'a pas été validé par les Français. Ce qui lui donne une marge de manœuvre qui n'est pas neutre, mais au fur et à mesure de ces discussions avec Emmanuel Macron, et sans doute aussi avec Gabriel Attal, le patron du groupe macroniste à l'Assemblée, il va falloir qu'il trouve son chemin. Et pour ça, il faut mieux être en direct avec les ministres. Et là encore, si vous avez des jeunes ministres dont c'est le premier poste, ça peut être un peu écrasant pour Antoine Armand dont on parlait, qui arrive à quel âge? À 33 ans. 33 ans au ministère de l'Économie et des Finances. Bon, on imagine que peut-être à cet âge-là, on écoute encore un petit peu les aînés. Oui. C'est la première fois qu'il y a autant de très inexpérimentés dans des ministères, Jean-Daniel. Oui, ce fut peut-être le cas en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé et qu'on sait que la gauche... après des années de disette. Depuis au moins 1958. Et si je ne me trompe pas, le ministre de l'Économie est le plus jeune ministre de l'Économie qu'on nous a eu sous la Ve République. Bon, de l'histoire de toutes les républiques. De l'histoire de toutes les républiques. Ah oui. Même mieux que Tardieu, Emmanuel Macron. Tardieu, je ne sais pas s'il avait été ministre des Finances. Peut-être. Bon, enfin, en tout cas, c'est un des plus jeunes ministres. Là aussi, en fait, on est dans une situation où Michel Barnier a dû résoudre une équation à de multiples inconnus et faire en sorte que, au final, ça débouche sur quelque chose. C'est-à-dire, effectivement, pas avoir de trop gros poids lourds, ménager des susceptibilités, même au sein de chacune des forces politiques. Vous en parliez tout à l'heure par rapport au groupe Ensemble pour la République, c'est-à-dire macroniste, même au sein des LR, des équilibres aussi à effectuer avec des proches de Bertrand, des proches de Wauquiez, des proches de Retailleau, etc. Et puis également une offre aujourd'hui qui apparaissait comme étant relativement limitée. Ce qui est frappant malgré tout, vous l'avez indiqué, mais je pense que c'est important de le rappeler, et même dans leur première déclaration, à aucun moment, il y a une forme de rupture par rapport aux orientations économiques qui ont été prises depuis 2017. On est exactement dans la droite ligne. À aucun moment, lors de la passation de pouvoir, on sait qu'il y a toujours en fait des lieux communs que l'on peut entendre, etc. Là, on n'était pas dans les lieux communs, on était dans un hommage appuyé à ce qui avait été effectué de la part de Bruno Le Maire, pas de remise en cause, pas de nouvelles orientations qui pourraient être indiquées. On verra ce qui se passera dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais en tout cas, c'est clairement la continuation de ce qui a été fait par Emmanuel Macron depuis 2017. Ça peut avoir un côté rassurant pour les électeurs d'Emmanuel Macron, pour les électeurs de droite, mais rappelons qu'ils ne sont pas politiquement majoritaires et qu'il y a quand même un niveau d'exigence majeur de la part des Français, notamment en matière de pouvoir d'achat. D'accord avec ça, Loris Boischaud, il n'y a pas de rupture, alors que le mot rupture a encore été utilisé hier soir par le président. Changement, par le Premier ministre. l'a utilisé même dès son... Et c'est vrai lors de la passation qu'on a de l'impression pouvoir. qu'on est toujours dans le même cadre. Alors, sur le plan économique, Alors, on va en parler, tout à l'heure. à ceci près, on verra effectivement ce qui sera fait, on en parlera sur la question de la fiscalité, Oui. mais on peut se rappeler que depuis 2017, souvenez-vous, les premiers projets de loi, notamment sur la SNCF, avaient été votés avec la Macronie et la droite, donc le rapprochement sur les sujets économiques entre droite et camp présidentiel macroniste n'est pas nouveau, et donc pourra se prolonger. Il faudra surveiller ce que fera le Premier ministre sur la question très sensible de l'immigration. Ouais. On entend hier qu'il essaye de ménager le camp Humanité, Macron en fermeté. parlant d'humanité, sa famille politique, les Républicains, en parlant de fermeté. On l'a entendu aussi sur France 2 rejeter toute
vision idéologique du sujet. Oui. Et derrière ça, moi, j'entendais le fait qu'il ne voudra pas de nouveaux projets de loi parce qu'il a vu le temps qu'avait pris Gérald Darmanin à négocier avec le Parlement en vue de l'adoption au forceps de la loi immigration en décembre dernier. On a l'impression qu'il veut appliquer déjà le cadre existant sans forcément en passer par une nouvelle loi. Il faudra surveiller ça et il est sous la haute surveillance du Rassemblement national sur ce sujet-là, mais aussi de sa propre majorité, notamment l'aile gauche de la Macronie, qui est très vigilante, notamment sur ce qui sont des totems, la restriction de l'aide médicale d'État, notamment. Donc, il faudra regarder si la nomination d'un républicain à Matignon, avec un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, associé à la fermeté sur ces questions-là, changera la donne sur un sujet aussi régalien que celui-ci. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, par exemple, sur le régalien et pour le ministre de l'Intérieur, il peut très bien agir par des circulaires adressées au préfet, ce que ne peut pas faire, par exemple, un garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il ne peut pas écrire au procureur en disant faites ci ou faites ça. Donc, ça peut très vite donner des résultats. Oui, effectivement. Il peut y avoir, par exemple, des consignes de fermeté pour les expulsions. Il peut y avoir des consignes de fermeté sur les dossiers de naturalisation qui sont assez largement à la discrétion du préfet. C'est tout le pari de Michel Barnier et de Bruno Retailleau, c'est de dire on va changer les choses sans passer par la case Parlement où la majorité est plus qu'aléatoire. Je pense que c'est un point absolument clé parce que c'est là que Michel Barnier peut signer une spécificité de son action gouvernementale. Parce que sinon, je vais peut-être vous paraître un peu basique, mais moi j'étais devant la télévision hier soir, j'entends un Premier ministre supposé être de droite qui dit la première mesure c'est on va augmenter les impôts, et puis on va rendre plus acceptable la réforme des retraites. Dites donc, heureusement qu'il est de droite, parce que sinon, je ne sais pas ce que ce serait. Alors, c'est peut-être juste les prémices, on va peut-être changer d'image. Et il y a aussi les lois sociétales, qui sont des lois de grand progrès. Bon, je pense que les gens de son camp, ils doivent se dire, tiens, on nous l'a changé, là. C'est un disciple de Jacques Chaban-Delmas, qu'il a cité d'ailleurs la semaine dernière dans les députés macronistes. Ça fait partie des gaullistes sociaux. Michel Barnier est rattaché à cette tradition-là. Donc effectivement, il est d'une certaine tendance de la droite que tous ne partagent pas, y compris dans sa famille politique. Mais c'est là qu'on voit, et je termine par là, que cette espèce de légende urbaine selon laquelle ce serait le retour de la droite Fillon au pouvoir, je ne vois pas sur quoi ça s'appuie. Droite Trocadéro. Ça m'a étonné aussi quand je l'ai entendu sur la réforme des retraites. Parce que, il peut agir sur la réforme des retraites, sincèrement, Marie-Cécile. À la marge, il a bien dit, sans toucher au cadre budgétaire. Donc on sait très bien que cette réforme des retraites, déjà, elle ne permettra pas d'être à l'équilibre comme c'était prévu en 2030, qu'il y aura encore 10 milliards de déficit. Et que donc Jean-Pierre Robin, aujourd'hui, dans les colonnes du Figaro, pour dire que c'est la première source de dépenses. Voilà. Et donc Bruno Retailleau, qui lui, au Sénat, depuis des années, plaide pour une réforme des retraites. On parle de lui sur l'immigration, mais sur les finances publiques, il est aussi très, très rigoureux, très carré. Et depuis des années, il plaidait pour un report de l'âge. Tous les ans au Sénat, au moment du budget, les sénateurs, sous la houlette de Bruno Retailleau, plaidaient pour ce report de l'âge. Ils veulent aller jusqu'où, 65 ans? Ils plaidaient 65 ans, c'était dans le programme de Fillon. Mais donc, cette réforme de la réforme, comme a dit Michel Barnier, de la réforme des retraites, elle est possible à la marge, en faisant des améliorations, mais difficiles, alors que tous nos voisins européens sont en train d'augmenter l'âge de départ, allant même jusqu'à 71 ans en Allemagne, en Italie. C'est impossible. Vu le contexte budgétaire, c'est impossible. Marge de manœuvre très réduite. Oui, marge de manœuvre très réduite. Alors après, la balle a été saisie au bon, si je ne me trompe pas, par la CFDT, qui a dit que globalement, ça allait plutôt dans le bon sens et qu'ils allaient, s'il allait avoir des négociations, s'orienter dans ce sens-là. Donc il y a ce petit aspect, peut-être juste sur la question de l'immigration. Ils ne gagneront pas les syndicats. La CGT appelle déjà à la grève le 1er octobre. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de la CGT. Et la CFDT fait aussi de l'abrogation de la réforme. Oui, j'avais lu que j'avais l'impression qu'ils avaient ouvert un tout petit espace de discussion. On va voir comment ça va se passer. Sur la question immigration, je pense que ça sera aussi un des enjeux au sein de la majorité et notamment au sein des macronistes. Parce qu'en fait, à chaque fois que le sujet immigration a été posé à l'Assemblée nationale depuis 2017, ça a vraiment causé des soucis internes à l'ex-majorité. À l'ex-majorité. Et les députés disant... Nous nous sentons tenus par un certain nombre d'aspects qui ont été tenus par Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle, que ce soit 2017 ou 2022. À aucun moment, disent-ils, la question migratoire n'a été au centre
des axes programmatiques. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons chacun notre liberté. Donc, effectivement, s'ils arrivent à passer au-dessus des registres qui peuvent être les registres parlementaires, ça évitera, à mon avis, de créer une tension nette au sein de ceux qui sont censément en soutien avec le nouvel exécutif.